Un petit garçon est assis à la table du dîner. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il sait que s'il dit quelque chose de travers, la pièce deviendra silencieuse et les regards se feront acérés. Il fixe son assiette, remuant la nourriture, espérant disparaître. Sa sœur reçoit un sourire pour avoir partagé sa journée. Son frère reçoit des encouragements pour ses notes. Mais quand il parle, c'est différent. L'air se raidit. Ses mots ne sont pas traités comme des erreurs, mais comme des offenses. Il se sent comme un intrus dans sa propre maison. C'est la réalité silencieuse de l'enfant haï. Pas toujours haï en parole, pas toujours haï en acte, mais haï en énergie, dans les signes subtils, dans le soupir quand il entre dans la pièce, dans la façon dont sa présence semble une perturbation plutôt qu'un accueil. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas une scène tirée d'une histoire, c'est un souvenir, musique. Le cœur humain naît en quête d'appartenance. Il cherche la chaleur, la sécurité et l'acceptation. Un enfant n'arrive pas au monde avec des murs. Il est ouvert, fragile, affamé d'amour. Quand cet amour est retenu ou, pire, remplacé par du ressentiment, l'enfant ne se sent pas simplement non aimé. Il se sent indigne d'amour. Cette différence est tout, car non aimé est une condition, mais indigne devient une identité. Les psychologues étudient depuis longtemps l'impact du rejet et de la négligence dans l'enfance. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a écrit que les premiers liens d'un enfant forment le blueprint de toutes les relations futures. Quand ces liens sont chaleureux, l'enfant grandit avec confiance. Quand ils sont froids ou hostiles, l'enfant internalise ce rejet, le portant dans tous les recoins de sa vie. L'enfant haï devient l'adulte qui sursaute encore même quand personne ne lève la main. Et voici ce qui rend cela plus complexe. L'enfant haï ne réalise souvent même pas qu'il était haï, parce que pour un enfant, les parents ne sont pas seulement des soignants. Ils sont la réalité elle-même. Si un parent montre du mépris, l'enfant ne pense pas que son parent est imparfait. L'enfant pense que je dois être imparfait. Son esprit se plie pour protéger le lien. La douleur devient auto-accusation. Le rejet devient identité. C'est pourquoi les enfants haïs deviennent souvent des adultes qui luttent avec les mêmes questions silencieuses. Suis-je assez? Méritez-je l'amour? Pourquoi la connexion semble-t-elle si difficile? L'un des aspects les plus cruels d'être l'enfant haï est la comparaison. Quand l'amour est distribué de manière inégale entre les frères et sœurs, l'enfant haï le remarque. Il remarque qui reçoit des louanges, qui est célébré, qui est tenu avec douceur. Et il remarque quand il s'agit de lui, le ton change. Ce n'est pas toujours dramatique. Cela peut être subtil. Moins de contact visuel, moins de patience, moins de célébration des petites victoires. Mais pour le système nerveux de l'enfant, c'est unmistakable. Ce genre d'environnement conditionne l'enfant à s'attendre au rejet même dans les endroits sûrs. Une critique d'un enseignant, la distance d'un ami, une mauvaise journée d'un partenaire, tout cela peut sembler une preuve de ce qu'il a toujours soupçonné. Je ne suis pas voulu. Des études en psychologie du développement confirment cela. Les enfants qui subissent un rejet parental obtiennent souvent des scores plus bas en estime de soi et plus élevés en symptômes d'anxiété et de dépression. Mais cela ne s'arrête pas là. Le rejet impacte la façon dont le cerveau traite les signaux sociaux. En d'autres termes, l'enfant haï grandit en adulte qui voit du rejet même là où il n'existe pas. La lentille de l'enfance colore la vision de l'âge adulte. Voici quelque chose de fascinant. Beaucoup d'enfants haïs développent ce que les psychologues appellent des stratégies compensatoires. Ils essaient de gagner l'amour de la manière qui leur a été refusée. Certains deviennent perfectionnistes, croyant que des réalisations impeccables les rendront enfin dignes. D'autres deviennent des people pleasers, se moulant en n'importe quelle forme pour obtenir l'approbation. Et certains prennent la voie opposée, adoptant la rébellion comme armure, repoussant les autres avant d'être repoussés. Mais sous toutes ces stratégies se trouve la même blessure. Je n'ai pas été accepté tel que je suis. Perfection, rébellion, conformité. Ce sont des masques, ce sont des mécanismes de survie, pas des identités. Pourtant, l'enfant haï oublie souvent cette distinction. Il confond le masque avec le soi. Il vit des décennies sous le poids d'un rôle qu'il n'a jamais consciemment choisi. Pourquoi cela importe?
Parce que le silence crée la répétition. Les enfants qui grandissent rejetés apprennent souvent à ne pas en parler. Ils craignent que parler de la douleur ne fasse que prouver leurs défauts. Mais la douleur non dite ne disparaît pas. Elle se cache, elle fermente, elle façonne les choix. Par exemple, un enfant haï peut inconsciemment choisir des partenaires qui recréent la même dynamique émotionnelle. Critique, retenu, méprisant, parce que cela semble familier. Le cerveau gravite vers ce qu'il connaît même quand ce qu'il connaît est nuisible. C'est ainsi que le cycle se répète à travers les générations, pas parce que quelqu'un le veut, mais parce que les schémas non guéris résonnent en avant. Et si nous reculons, nous voyons que ce n'est pas seulement à propos des familles. C'est à propos de la société, une culture qui ne reconnaît pas ou ne valorise pas la sécurité émotionnelle, produit souvent des parents qui étaient eux-mêmes autrefois des enfants haïs. Le trauma résonne jusqu'à ce que quelqu'un choisisse d'arrêter le cycle. Regardons cela sous un autre angle. La biologie. Quand un enfant se sent rejeté, son système nerveux l'interprète comme une menace. Des hormones de stress, comme le cortisol, inondent le corps. Avec le temps, cette réponse de stress répétée remodèle littéralement les voies cérébrales. Des recherches en neurosciences montrent que le rejet chronique dans l'enfance est lié à une activité accrue dans l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, et une activité réduite dans le cortex préfrontal qui régule les réponses émotionnelles. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne ? Cela signifie que l'enfant haï grandit hyper vigilant, scannant constamment les signes de rejet. Cela signifie qu'il peut surréagir à de petites offenses, non parce qu'il le veut, mais parce que son système nerveux a été entraîné ainsi. Cela signifie que la paix semble étrangère et le chaos familier. Et pourtant, voici le paradoxe. L'enfant haï devient souvent remarquablement sensible aux émotions des autres. Il peut lire une pièce avec une précision uncanny. Il sent les humeurs avant que les mots ne soient prononcés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la survie. Quand votre sécurité dépendait de prédire le rejet, vous apprenez à devenir un maître de la perception. Voici la tragédie que la plupart des gens manquent. L'enfant haï n'est pas toujours visiblement maltraité. Parfois, il grandit dans des familles qui semblent normales de l'extérieur. Il y a des anniversaires, des vacances, même du rire, mais à l'intérieur, il se sent invisible, exclu ou perpétuellement en faute. Cette invisibilité peut blesser encore plus que l'hostilité ouverte, parce qu'il n'y a pas de preuve claire. Il n'y a rien à quoi il peut pointer et dire « Voyez, c'est pourquoi je me sens ainsi ». Donc, il se questionne. Il doute de sa propre mémoire. Il pense « Peut-être que j'exagère, peut-être que je suis juste sensible ». Le gaslighting n'est pas toujours intentionnel. Il peut être intégré dans la structure même d'une dynamique familiale. Ce doute internalisé le suit à l'âge adulte. Il peut accomplir du succès, construire des relations, même créer des familles à lui. Mais au fond, il porte une douleur qui murmure « Quelque chose ne va pas chez moi ». Avance rapide, l'enfant haï a maintenant 30 ou 40 ou 50 ans. Il ne se pense peut-être plus comme un enfant haï, mais les échos restent. Il se manifeste dans les relations, peur de l'abandon, difficulté à faire confiance et une attraction presque magnétique vers des personnes indisponibles. Il se manifeste dans les carrières, surmenage, peur de l'échec, doute de sa valeur même après des réalisations. Il se manifeste dans le discours intérieur, dur, impitoyable, écho des voix avec lesquelles il a grandi. C'est pourquoi la guérison ne consiste pas à effacer le passé, mais à le comprendre. Voir les schémas clairement est la première étape pour les briser. Prenons un moment et reculons. Pourquoi le rejet coupe-t-il si profondément? Pourquoi être l'enfant haï façonne-t-il une vie si profondément? Parce que l'amour n'est pas optionnel pour un enfant. L'amour est de l'oxygène. L'acceptation est de la nourriture, l'appartenance est un abri. Sans cela, l'âme ne fait pas que souffrir, elle étouffe. Et contrairement aux besoins physiques, la privation émotionnelle est invisible. Pas de bleu, pas d'os cassés, seulement une érosion silencieuse du soi. Des philosophes comme Søren Kierkegaard ont écrit sur le désespoir comme la maladie de l'âme, la condition d'être incapable de devenir soi-même.
Pour l'enfant haï, le désespoir commence non avec de grandes tragédies, mais avec de petites dismissales quotidiennes, un soupir, un regard, un silence, et de ces moments, une identité se forme. Mais voici la vérité cachée. L'identité de l'enfant haï n'est pas l'essence de l'enfant, c'est une cicatrice, pas la peau elle-même. Et les cicatrices, bien que permanentes dans l'histoire, n'ont pas à dicter le destin. L'enfant haï ne porte pas seulement des blessures, il porte aussi des dons. Sa sensibilité peut devenir de l'empathie, sa solitude peut devenir de la créativité. Sa résilience née de la survie au rejet peut devenir du courage face aux tempêtes de la vie. L'histoire est pleine de personnes qui ont transformé le rejet en vision. Beaucoup de grands artistes, penseurs et leaders étaient autrefois des enfants qui se sentaient non désirés. Ils ont transformé leur douleur en carburant, leur aliénation en insight. Ce n'est pas pour glorifier la souffrance, mais pour pointer une possibilité. L'enfant haï peut grandir en adulte qui voit le monde avec une clarté inhabituelle, précisément parce qu'il a été forcé de questionner l'appartenance dès le départ. Nous avons tracé les racines de l'enfant haï. Le rejet précoce, les comparaisons silencieuses, les blessures invisibles qui s'étendent à l'âge adulte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les êtres humains ne sont pas seulement les produits de leur passé, nous sommes aussi les auteurs de notre avenir. Et l'enfant haï, bien que façonné par le rejet, peut encore réécrire sa vie. La première vérité est celle-ci. Oui, le cycle peut être brisé, mais il ne se brise pas par accident, il se brise par la conscience. La guérison commence quand l'adulte reconnaît l'enfant qu'il était autrefois. Pas pour blâmer les parents indéfiniment, pas pour se vautrer dans de vieilles blessures, mais pour voir clairement ce qui s'est passé, parce que ce qui n'est pas vu est répété. Ce qui est nié reste vivant dans les ombres. Les psychologues appellent ce processus le reparenting. Cela signifie offrir à soi-même en tant qu'adulte les soins et la compassion que l'on n'a jamais reçus enfant. Cela semble simple, mais c'est profond. Le reparenting consiste à se dire « tu es digne », tu es aimable, tu appartiens. Des mots que vous n'avez peut-être jamais entendus, mais des mots que votre système nerveux a désespérément besoin d'absorber. Nommer l'expérience est une étape puissante. Quand vous pouvez dire « j'ai grandi comme celui qui n'était pas voulu », quelque chose change. Le brouillard commence à se dissiper parce que ce qui était autrefois ressenti comme une honte vague, quelque chose ne va pas chez moi, est révélé comme une blessure avec une cause, et les blessures avec cause peuvent être traitées. Des études sur le trauma montrent que simplement mettre les expériences en mots réduit leur intensité émotionnelle. Le langage apporte de l'ordre au chaos. Nommer transforme une douleur privée en une réalité partagée. Cela permet à l'enfant haï, maintenant adulte, de comprendre que ce n'était pas ma faute. C'était quelque chose qui m'est arrivé. La théorie de l'attachement nous dit que le rejet précoce câble le cerveau à s'attendre à plus de rejet. Mais voici la bonne nouvelle. Les styles d'attachement ne sont pas fixes. Avec des relations intentionnelles, que ce soit par la thérapie, les amitiés ou des partenariats aimants, les gens peuvent construire ce que les psychologues appellent un attachement sécurisé gagné. Cela signifie que même si vous avez commencé la vie en doutant de l'amour, vous pouvez le réapprendre. Le système nerveux peut être recablé. Le cerveau peut former de nouvelles voies. La science confirme ce que le cœur humain a toujours espéré. Il n'est jamais trop tard pour se sentir en sécurité. Mais la guérison nécessite de la compassion, surtout de l'autocompassion. Les recherches du docteur Kristin Neff sur l'autocompassion montrent que se traiter avec gentillesse dans les moments de douleur réduit l'anxiété, la dépression et la honte. Pourtant, pour l'enfant haï, la compassion peut sembler étrangère, la critique semble familière, la dureté semble normale. Pratiquer l'autocompassion consiste à briser un vieux schéma. C'est dire « je ne me traiterai pas comme j'ai été traité autrefois » et chaque petit acte de douceur, se reposer quand fatigué, pardonner une erreur, se parler gentiment, devient une rébellion contre l'ancienne identité. Rappelez-vous comment l'enfant haï devient finement accordé aux émotions des autres. Cette même sensibilité, quand guérie, devient un don, empathie, intuition, profondeur de compréhension.
Ces qualités font des amis, partenaires, artistes et leaders remarquables. Ce qui était autrefois survie peut devenir force. L'enfant haï, en d'autres termes, n'est pas condamné à être brisé. Il est invité à se transformer, à transformer le rejet en insight, le silence en expression, la douleur en connexion. Mais qu'en est-il des familles? Qu'en est-il quand l'enfant haï devient parent? Ici se trouve une autre opportunité. Parce que beaucoup d'adultes qui ont été rejetés jurent de ne jamais laisser leurs enfants ressentir la même chose. Certains réussissent, versant un amour inconditionnel dans leurs enfants, brisant la chaîne pour de bon. D'autres luttent parce que les blessures non guéries résonnent en avant. Mais encore une fois, la conscience est la clé. Quand un parent reconnaît « j'étais autrefois l'enfant haï », il peut faire une pause. Il peut demander « est-ce que je projette ma douleur sur mon enfant ou est-ce que je choisis différemment cette fois ?» Cette pause, cette conscience est là où les cycles finissent. Reculons encore vers le philosophique. Pourquoi être haï coupe-t-il si profondément? Parce que les êtres humains sont câblés pour l'appartenance. Aristote nous appelait des animaux sociaux. Les neurosciences modernes le confirment. Nos cerveaux sont conçus pour se connecter. La solitude s'enregistre dans le cerveau comme une douleur physique. Le rejet active les mêmes voies neurales que la blessure. Donc, quand un enfant est rejeté, cela ne fait pas seulement mal émotionnellement. Cela fait mal biologiquement. Cela semble une blessure parce que c'en est une. Une blessure dans le tissu le plus fondamental de l'existence humaine, le besoin d'appartenir. Mais voici la vérité pleine d'espoir. L'appartenance peut être reconstruite, pas toujours avec la famille d'origine, mais avec une famille choisie, avec des amis, avec des communautés où vous êtes vus et valorisés. L'appartenance n'est pas limitée au sang, elle peut être choisie, créée, cultivée. Alors quelle est la transformation? C'est le passage de la victimisation à l'authorship. L'enfant haï commence la vie comme victime des circonstances. Mais la guérison l'invite à devenir créateur des circonstances. Au lieu de demander « pourquoi ai-je été non voulu ?», l'adulte guéri demande « quel genre de vie choisis-je maintenant de construire ?» Ce n'est pas un déni de la douleur, c'est une intégration de la douleur. C'est dire « oui, j'ai été rejeté. Oui, cela m'a façonné. Mais cela ne me définit pas. C'est le point tournant. » Pour ancrer cela dans le pratique, mettons en lumière quelques étapes que tout enfant haï, maintenant adulte, peut prendre. Journalisation de conscience. Écrivez les souvenirs de se sentir non voulu et puis écrivez la vérité en dessous. Ce n'était pas ma faute. J'étais digne d'amour alors et je le suis maintenant. Relation thérapeutique. Cherchez une thérapie ou des amitiés sûres ou une acceptation consistante peut recabler votre système nerveux pour s'attendre à la sécurité. Frontières. Si les vieilles dynamiques familiales continuent de vous blesser, pratiquez la pose de frontières. La guérison ne nécessite pas une exposition infinie au rejet. Auto-expression, art, écriture, musique. Ces outlets transforment la douleur silencieuse en création visible. L'expression est l'opposé de l'effacement. Pratique de compassion quotidienne. Parlez-vous comme vous parleriez à un enfant en douleur. Ce simple changement remodèle l'identité avec le temps. L'enfant haï commence la vie marquée par le rejet. Mais le rejet n'a pas besoin d'être l'histoire finale. L'histoire nous montre d'innombrables exemples d'individus qui ont commencé non désirés mais ont transformé leur vie. Certains sont devenus des visionnaires, certains sont devenus des guérisseurs, certains ont simplement construit des familles calmes et aimantes à eux. Le fil commun, ils ont refusé de laisser le rejet avoir le dernier mot. Et peut-être que c'est la leçon pour nous tous. Même si vous étiez autrefois l'enfant haï, même si vous portez encore la douleur d'être non voulu, vous n'êtes pas condamné à y vivre pour toujours. Vous pouvez choisir une fin différente. Vous pouvez choisir d'appartenir d'abord à vous-même et puis à d'autres qui vous voient vraiment. Donc, revenons à l'image avec laquelle nous avons commencé. Le petit garçon à la table fixant son assiette, se sentant invisible. Peut-être que ce garçon est encore en vous. Peut-être que cette fille attend encore d'être vue. L'invitation maintenant est simple. Regardez-les, voyez-les. Dites-leur ce que personne d'autre n'a fait. Tu es digne, tu es assez, tu appartiens.
parce que la guérison commence au moment où l'enfant haï est enfin rencontré avec amour. Pas un amour emprunté, pas un amour conditionnel, mais un amour qui dit « tu existes, donc tu comptes ». Et peut-être que c'est la vérité la plus profonde. L'enfant haï n'est pas vraiment haï. Il attend, attendant que quelqu'un, peut-être même lui-même, dise enfin oui.